Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Mémorial de la Shoah pour cette conférence inaugurale ce soir de l'exposition La musique dans les camps nazis que nous venons d'inaugurer et qui se poursuit donc jusqu'au 25 février. Voilà, donc vous aurez le temps, pour ceux qui ne l'ont pas vu, de venir le voir. Je salue aussi les personnes qui nous suivent et je sais qu'elles sont nombreuses sur le site internet de notre institution et sur les réseaux sociaux. C'est donc un temps de partage autour des grandes thématiques et des grandes lignes de l'exposition, en présence de la commissaire scientifique de l'exposition, Élise Petit, et de Michaela Dostalova, qui est responsable des collections au musée de Térésine, sous la présidence d'Amaury Chardot, que je remercie, animé, modéré. Voilà, Amaury Chardot conduira les échanges ce soir. Vous êtes journaliste, vous êtes spécialiste de la musique et vous êtes ancien producteur à France Culture, pour lequel vous avez préparé de nombreux podcasts et émissions. Merci beaucoup donc d'avoir accepté de conduire les échanges ce soir. Juste un mot pour vous dire qu'à la suite de ce rendez-vous, on vous proposera, si vous le souhaitez, de prendre connaissance du catalogue de l'exposition, voilà, qui sera présenté juste ici, après la conférence. Merci. Merci Pauline. Et voilà, le temps qu'on trouve la bonne distance. Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous pour cette rencontre qui accompagne donc, Pauline vient de vous le dire, l'exposition qui est présentée jusqu'à prochain février 2024 au Mémorial de la Shoah, consacrée donc à la musique dans les camps nazis. Quelle place occupait la musique dans les camps de concentration, les centres de mise à mort du Troisième Reich? La question est un peu étrange, elle peut même paraître un peu indécente. Si on ne prend la musique que comme un agrément ou un divertissement. Or, on le sait bien, la musique a, comme les autres arts, depuis toujours été un outil de propagande, un outil d'écriture, de réécriture de l'histoire, d'endoctrinement même. Et à ce titre-là, on connaît tous le goût personnel d'Hitler pour Wagner. On cite même parfois Richard Strauss, ses compromissions envers le Reich. L'interdiction du jazz comme une musique dégénérée, etc., etc. Goebbels qui voulait déjudaïser le monde musical. Bon. Mais moins connu en revanche, et c'est l'intérêt de l'exposition qui est présentée ici, c'est la musique dans les camps. Comment est-ce que la musique se fraye un chemin jusque dans les différents camps de concentration ou d'extermination? En préambule, avant de laisser la parole à la commissaire de cette exposition, ainsi qu'à Michaela, je vais m'arrêter sur une petite histoire, l'histoire d'un musicien polonais que nous racontait le journal Le Monde. Je ne sais pas si vous l'aviez lu, c'était il y a presque 2 ans. Il y avait une vaste série d'articles, 5 ou 6 papiers, qui nous racontaient l'histoire de ce Polonais qui s'appelait Aleksander Kuliziewicz. C'était un étudiant en droit, c'était une grande gueule, c'était un cabot. Il se fait arrêter par la Gestapo en octobre 1939 parce qu'il a écrit dans une feuille de chou un article provoquant. Et donc il se fait arrêter, voilà, un article antifasciste, racontait le papier du Monde. Il se fait arrêter et il se fait envoyer dans un camp qui est situé juste au nord de Berlin, qui est le camp de Sachsenhausen. Il a 21 ans, il a des facilités, il parle plusieurs langues, et à ce titre-là, il bénéficie d'un peu plus de latitude que les autres détenus. Bon, un jour, un type lui dit « Viens dans le bloc 37, je crois. Tu vas voir quelque chose que tu ne verras nulle part ailleurs. » Et il assiste dans ce bloc, avec la complicité d'un capot sans doute, à un rassemblement d'une vingtaine de détenus qui... Ils sont tous juifs, ils ont une étoile cousue sur leur uniforme. Et ils chantent à plusieurs voix
des chants. Et pour Kuliziewicz, qui lui est un chanteur, qui avant la guerre chantait dans les cabarets, etc., c'est un choc. Il se dit, il y a peut-être quelque chose à faire, quoi. Et donc, il dit, moi aussi, je vais me mettre à chanter dans mon bloc. Et lui, au début, il chante, un peu sous les yeux médusés des autres, il chante des vieilles chansons polonaises, des airs folkloriques. Et puis, il se dit, en fait, je vais en faire un récit, une sorte de journal de bord de ma vie dans ce camp de Sachsenhausen. Par ailleurs, ce type a une mémoire extraordinaire. Depuis l'enfance, paraît-il, il est capable de retenir n'importe quelle histoire une fois qu'elle lui a été dite une fois. Et donc, il se trouve devenir le réceptacle des textes, des poèmes, des chansons que tous les autres inventent autour de lui. Lui disent, viens, tu sais quoi ? J'ai l'impression que je vais pas survivre à tout ça. Écoute mon histoire. Lui écoute et il met en musique ces textes-là. En plus, il n'y a pas de papier. On n'a pas le droit d'avoir de crayon, je crois, dans ce camp-là. Donc vraiment, sa mémoire à lui est fondamentale. Il va survivre à la guerre, il va survivre aux marches de la mort, et à l'hôpital de Cracovie, je crois, en 1945, il tombe sur une infirmière à qui il va dicter ces centaines de chansons-là. Je voudrais vous proposer d'en écouter une qui s'appelle « Le cœur du fond de l'enfer ». Je vous passe le titre original en polonais. Les paroles nous disent « Écoutez notre cœur des profondeurs de l'enfer, qu'il empêche à jamais nos assassins de dormir tranquilles. Cœur de l'enfer, des gens meurent ici, il y a du monde ici. » Słyszcie nasz chorał z piekła dna. Niech naszym katom w uszach gra. Chorał, chorał z piekła dna. Niech naszym katom, niech naszym katom gra. Niech naszym katom, niech naszym katom. Słyszcie nasz chorał, słyszcie nasz chorał z piekła dna. Oto Sion, oto Sion. Tu ludzie giną, tu ludzie są, tu ludzie są. Alexander, c'est cet Alexander Kuliziewicz que vous venez d'entendre, il avait enregistré cette version dans les années 70, je crois, et il a publié plusieurs disques, peu importe. Le texte dont je vous avais dit les paroles juste avant de l'écouter, c'est donc très clairement, c'est un chant de résistance, c'est un chant pour exorciser la barbarie, les conditions de vie plus qu'aléatoires des détenus de ce camp. Le texte lui avait été confié par, il s'appelait Leonard Krasdonemski. C'était un compatriote, c'était un Polonais aussi, qui avait travaillé comme infirmier à l'hôpital du camp. Et à ce titre-là, ce Krasdonemski avait été témoin d'expériences barbares conduites par le médecin SS qui testait des effets de gaz. Bref. Donc c'est une chanson de résistance. Et on ouvre là-dessus, parce qu'après, vous allez voir que l'exposition qui vous est montrée aborde évidemment cette notion de chant de résistance, mais elle élargit considérablement le spectre, et c'est une nouvelle perception
de la place de la musique dans les camps nazis que vous allez pouvoir découvrir ici, grâce au travail d'Élise Petit. Bonsoir Élise. Vous êtes musicologue, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Grenoble. Vous aviez fait une thèse sur la question des politiques musicales dans l'Allemagne du Troisième Reich. Et vous avez donc commissionné, vous avez donc monté cette exposition qui est remarquable notamment parce qu'elle s'appuie sur un nombre considérable d'objets, des objets de tout style, des partitions, des documents, et beaucoup de ces objets nous ont été prêtés, vous ont été prêtés par le musée, le mémorial de Térésine, dont vous, Michaela Dostalova, pardonnez-moi, vous êtes la représentante ici ce soir et vous nous décrirez tout à l'heure quelques-uns de ces objets. Pour l'instant, peut-être Élise, vous allez donc nous brosser à trop gros traits pour vous, hein, évidemment, parce que vous n'aurez pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais le rapport, en effet, de la musique dans ces camps nazis. Peut-être d'abord, vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous étiez venu à vous intéresser à ce sujet-là? Alors c'est un sujet qui remonte à très longtemps puisque j'ai commencé, comme tous les musicologues qui travaillent sur la musique dans les camps, par m'intéresser à un opéra pour enfants qui s'appelle Brundibar, dont on expose l'affiche dans l'exposition, et puis vous verrez, Michaela vous en parlera tout à l'heure. Donc c'est un opéra donné dans un camp assez particulier. Donc c'est comme ça que j'ai découvert les activités de résistance en musique. Je suis rentrée par ce biais-là. Et ensuite, en élargissant, en lisant vraiment les témoignages et aussi en trouvant des documents d'archives, j'ai réalisé que la musique de résistance, c'était plutôt minoritaire dans le système concentrationnaire et qu'elle servait avant tout des processus de destruction. C'est ce que j'ai commencé à explorer. C'est un travail qui a pris énormément de temps. Bon, mon mémoire de maîtrise sur Brundibar, il date de 2002. Ça fait un moment que je travaille sur le sujet. J'ai passé beaucoup de temps aussi à explorer divers fonds d'archives parce qu'en fait, les archives sur la musique dans les camps n'existent pas en tant que telles. Il faut explorer tous les fonds des archives de la SS, des archives de l'Office économique du Reich, lire les journaux des acteurs culturels pour voir s'ils parlent de la musique dans les camps. Donc c'est un travail de très très longue haleine qui a nécessité de nombreux voyages dans plusieurs mémoriaux. Et c'est pour ça que je remercie vraiment le mémorial d'avoir permis que cette exposition se mette en place, particulièrement Sophie Nagiscard, Lucille Lignon et Zoé Choquet qui m'ont beaucoup aidé pour la mise en place de l'exposition. Et puis aussi, je suis très reconnaissante à l'équipe qui a fait la scénographie, donc l'agence muséomaniaque Clémence Farel, avec sa chef de projet Elisa Cornejo. Car j'avais énormément de choses que je voulais montrer. J'avais plus de 300 objets, je voulais tout exposer. Et quand je suis arrivée avec mon projet, on m'a dit non, il y a beaucoup trop, il faut que tu commences à faire des choix. Donc j'ai commencé un peu à couper dans le corpus, mais c'était déchirant. Et finalement, avec cette magnifique scénographie qu'elles ont imaginée, qui représente des portées musicales, et bien, ça permet de mettre beaucoup d'objets à différents endroits. Donc finalement, j'ai pu exposer presque tout ce que je voulais, et on a même pu reproduire presque tous les objets dans le catalogue. Donc je suis vraiment très reconnaissante. Et puis je suis extrêmement reconnaissante aux mémoriaux qui ont eu à cœur de prêter. Ça, c'est vraiment l'initiative du mémorial de Térésine quand je leur ai écrit pour leur parler du projet. Le directeur m'a dit qu'ils avaient vraiment à cœur en fait de partager les collections. Ils veulent que les objets sortent des collections et soient montrés. La même chose s'est produite avec le musée des Sachsenhausen qui nous a prêté presque tous ces objets qu'il avait sur la musique. Un petit mémorial aussi qui s'appelle Dokumentations- und Informationszentrum des Emslandlager qui nous a prêté beaucoup de documents sur le Champ des Marais, Ravensbrück, Dachau, et puis des mémoriaux et fonds d'archives français. Finalement, tout le monde a un peu contribué à sa façon. Et puis, les plus gros mémoriaux nous ont envoyé des scans pour qu'on fasse des reproductions de documents. Donc, en tout cas, c'est comme ça qu'on a pu réunir une somme absolument incroyable. J'avais connaissance de beaucoup des objets, mais je ne savais pas encore dans quels mémoriaux ils étaient. Et puis, surtout, j'ai découvert moi-même des objets au cours de ces recherches. Donc, je vais vous présenter... Évidemment, un peu trop rapidement, mais c'est pas grave, les utilisations de la musique dans les camps qui font vraiment l'objet de cette exposition. Vous verrez qu'il y a une première salle qui est un peu consacrée aux questions que les gens me posent très régulièrement, savoir comment les instruments sont arrivés dans les camps,
ah bon, il y avait des orchestres, mais c'était des orchestres de détenus ou c'était des orchestres de SS? Donc, toutes ces questions-là, on y répond dans la première salle. Effectivement, dans tous les camps importants, tous les camps de concentration importants, il y avait des orchestres. Alors, ce qui est un peu compliqué sur le système concentrationnaire, c'est qu'il y a énormément de camps satellites, et parfois, ce qu'on appelle un camp satellite, c'est une prison ou un bureau où il y a 2 ou 3 personnes. Donc, évidemment, dans ces lieux-là, il n'y avait pas d'orchestre. Mais dans les camps de concentration les plus importants et dans les centres de mise à mort, il y avait des orchestres constitués de détenus qui parfois passaient de véritables auditions pour le chef d'orchestre ou la chef d'orchestre qui était elle-même détenue. Et la question aussi se pose sur la façon dont les instruments sont arrivés. Donc, on expose pas mal d'instruments, notamment une grande partie prêtée par Thérésine et puis une partie qui vient du fonds propre du mémorial de la Shoah. Ces instruments, en fait, ont pu être envoyés aux détenus à partir de 1938, quand les orchestres ont commencé à s'étoffer, que le système concentrationnaire était plus organisé, que les commandants se rendaient des visites régulières et qu'il y a eu un peu cette émulation, cet enjeu de prestige autour de la constitution des orchestres, notamment à Buchenwald, c'est la photo qu'on voit tout en haut, où le commandant adjoint Rödel était particulièrement mélomane et voulait avoir le plus bel orchestre, et il a fait en fait équiper son orchestre d'uniforme, et surtout il a fait acheter des instruments dans un des meilleurs magasins d'instruments de musique d'Allemagne. Ça montre aussi l'importance qu'il accordait à cette fanfare, à cet orchestre. Évidemment, il l'a fait payer aux frais des détenus, mais c'est comme ça qu'il a équipé sa fanfare. Alors que sur le deuxième exemple, là, l'orchestre de Janowska, ce sont plutôt des musiciens qui sont arrivés avec leur instrument ou qui ont pu se le faire envoyer par leur famille. Ça, c'était possible. Et puis, il y a un cas plus extrême, c'est les instruments qui étaient fabriqués sur place, dont on parlera plus tard. Et puis, il y avait aussi quand même un enjeu de survie et de préservation des détenus qu'on voit aussi dans la constitution des orchestres. Par exemple, l'orchestre d'Auschwitz-Birkenau, qui était l'orchestre des femmes, qui était dirigé par Alma Mahler, donc qui était la nièce de Gustav Mahler. Elle était très réputée. Alma Rosé, c'est ça? Alma Rosé. J'ai dit Alma Mahler. Ah, pardon. Pardon, Alma Rosé, merci pour la précision. Et c'était la fille d'Arnold Rosé, la nièce de Gustav Mahler. Elle était très réputée, sa réputation la précédait, et le commandant du camp et la femme nazie en charge du camp voulaient aussi, eux, leur bon orchestre, et donc ils étaient prêts à accorder plus de privilèges aux musiciennes. Donc c'est elle qui a négocié le fait que ces musiciennes seraient dispensées de tout autre travail. Elle a négocié que ces musiciennes puissent prendre plus régulièrement que les autres une douche. Voilà des formes de privilèges qui étaient extrêmement importantes. Et elle a, à plusieurs reprises, embauché dans son orchestre des musiciennes qui avaient un niveau plutôt moyen, mais en sachant qu'en fait, c'était un peu aussi une façon de leur sauver la vie. Donc, il y a ça qui se joue aussi dans la constitution des orchestres, et l'orchestre d'Auschwitz I, par exemple, va compter jusqu'à 120 musiciens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à signaler. Et puis voilà, cette histoire d'enjeu de prestige, vous verrez dans l'exposition, on expose la veste de l'uniforme de l'orchestre du camp de Buchenwald. C'est une veste et le pantalon, c'est l'uniforme de la garde royale yougoslave qui avait été pillé et qui donc ont atterri à Buchenwald pour équiper l'orchestre, mais Michaela en parlera tout à l'heure. Et on voit sur cette aquarelle clandestine réalisée dans le camp, l'orchestre justement en uniforme. On voit également le répertoire pour le saxophoniste de l'orchestre qui jouait ses marches. Donc il y avait aussi des partitions qui étaient faites en fait par les copistes à l'intérieur pour que chaque instrument de l'orchestre ait sa propre partie. Et c'est pareil, les partitions pouvaient être envoyées ou, quand les SS voulaient absolument qu'une musique soit jouée, ils se procuraient la partition et ils la procuraient à l'orchestre. Alors, ce qui est vraiment important pour moi, c'est qu'on comprenne bien que la musique a joué un rôle avant tout destructeur. Et quand on parle de la musique dans les camps, ce qu'on connaît bien, c'est le Faire Fugbar aux Enfers de Germaine Tillon, qui sera donné dimanche ici même. C'est une œuvre absolument incroyable de résistance. On connaît bien ça, mais on connaît très mal les usages destructeurs de la musique, notamment parce que les survivants qui faisaient partie des orchestres et qui ont pu jouer pour des exécutions, par exemple, n'en ont pas parlé après la guerre,
parce que personne n'était capable d'écouter cette parole et ça aurait été perçu comme de la collaboration. Et en plus, ces personnes-là en ont nourri une grande culpabilité. Et parmi les musiciens et musiciennes, certains ont cessé toute activité musicale après la guerre. Donc c'était d'abord un usage coercitif, on va dire, qui pouvait être destructeur. Là, c'est ce qu'on voit avec le dessin réalisé dans le camp de Janowska, où des SS ont forcé des juifs religieux à chanter des musiques en étant accompagnés par l'orchestre, et ils devaient danser d'une manière ridicule. Ça, c'est quelque chose qui était très fait. En fait, la maltraitance, notamment des détenus juifs dans les camps de concentration, puisque dès 1933, il y avait des juifs, mais qui étaient incarcérés souvent en tant qu'opposants politiques, mais ils étaient systématiquement plus maltraités, et donc c'était très souvent des processus torsionnaires, faire chanter des psaumes religieux en étant battus. Il y a aussi des exemples de détenus communistes qui avaient dû creuser leur tombe avant d'être exécutés en devant chanter l'Internationale. Donc ça, c'est vraiment des processus très destructeurs et très traumatisants pour les personnes qui ont survécu. Et dans ces usages coercitifs, il y a ces musiques que j'appelle moi des musiques de synchronisation, c'est-à-dire les musiques qui rythment les départs et les retours des commandos. C'est en fait à cet usage que les orchestres ont été formés à l'origine, puisque les commandants avaient eu une formation SS militaire, ils étaient habitués à marcher en musique, ils étaient dans un système extrêmement musical, ils chantaient énormément eux-mêmes dans la journée, et c'est ce qu'ils ont voulu en fait retranscrire. Donc c'est pour ça qu'il y avait cette musique très importante. Alors vous verrez dans l'exposition, c'est le couloir qui symbolise un peu la porte, puisque pour cette exposition, j'ai choisi une approche topographique, parce qu'au fil de mes recherches, je me suis rendu compte que selon les lieux où on était dans le camp, les répertoires pouvaient varier et les circonstances aussi. Alors je vais vous faire écouter une musique justement qui a pu être entonnée pour ce départ. On en est sûr parce qu'elle figure dans le répertoire de l'orchestre de Buchenwald et dans le répertoire d'autres orchestres. C'est une musique mondialement connue, tout le monde la connaît. Le départ de quoi ? Le départ des commandos. Hors du camp. Voilà, pardon, le départ le matin. Les commandos, en fait, étaient assignés à des tâches de travail souvent en dehors du camp, et l'orchestre jouait pendant qu'il se formait de manière très militaire à l'intérieur du camp. Il jouait pour finalement accompagner ses commandos jusqu'à la porte. Et une fois que la porte était franchie, l'orchestre, ce n'était pas un orchestre de déambulation, il était dans le camp. Une fois la porte franchie, très souvent, on imposait aux détenus de chanter, toujours pour marcher au pas et aussi pour éviter la communication. Donc je vous fais écouter là une musique instrumentale jouée par l'orchestre de Buchenwald notamment, mais d'autres orchestres aussi. Ça, je trouve que c'est une musique qui est extrêmement parlante. On la connaît aujourd'hui comme une musique de cirque, mais c'est une marche militaire à l'origine. C'est une marche militaire qui date de la fin du 19e siècle, avait été composée par un chef militaire de la musique militaire des armées. Elle était très populaire en Europe, aux États-Unis, en Allemagne, et donc elle était jouée en tant que musique militaire dans le camp. Et c'est ce qu'on voit dans cette exposition, c'est que finalement, il y a toujours une extrême différence entre la légèreté des répertoires qu'on entend et l'horreur ou l'atrocité des situations. Donc il y a vraiment un paradoxe très très fort dans les répertoires. Est-ce que je peux te faire préciser quelque chose, Élise, parce que ce qui est très bien expliqué dans cette exposition, c'est que ces marches-là, qui accompagnent donc la sortie des commandos de travail hors des camps pour aller travailler, accompagnent également le retour de ces mêmes commandos de travail à l'intérieur des camps, et que le pas cadencé que distille à ces commandos de travail ce genre de musique-là permet également de les obliger à marcher en rang et donc à pouvoir les compter et à pouvoir s'assurer, à pouvoir avoir le temps de les compter et s'assurer qu'ils soient tous revenus.
Alors, c'est vrai que ça permet en fait de les recompter une dernière fois le matin quand ils passent la porte, pas forcément le soir, mais en tout cas, là où la musique se fait encore plus destructrice le soir que le matin, c'est que le soir, vous le verrez sur certains tableaux de l'exposition, bon, déjà les détenus sont épuisés et en plus il faut porter les personnes qui sont mortes dans la journée, qui ont été blessées, donc il y a une charge et vraiment il y a des capots, donc qui sont des détenus qui font office de surveillants, qui veillent à ce que le pas soit respecté et qui frappent les détenus si s'ils ne marchent pas en rythme. Donc c'est vraiment une vraie musique de synchronisation, mais très coercitive. Alors, toujours dans ces musiques destructrices, il y a les musiques qui accompagnent des punitions et des exécutions. Donc je vous ai parlé justement de ces détenus survivants qui ont très peu parlé de leurs activités musicales pour accompagner des pendaisons. Ce n'était pas systématique dans les camps, mais dans certains camps, on demandait à l'orchestre de jouer et en plus, les musiciens étaient rétribués sous forme de rations alimentaires supplémentaires ou cigarettes, ce qui fait qu'ils ont conçu un très grand sentiment de culpabilité après la guerre, en ayant vraiment l'impression d'avoir collaboré à ces processus destructeurs. C'est ce qui explique que les sources sur ces usages soient sorties très peu et plutôt récemment. Donc c'était souvent de la musique, encore une fois de la musique légère ou de la musique connue par tout le monde, dont les paroles, même si on ne les entendait pas, vu qu'on les connaissait, faisaient écho à la réalité. Donc par exemple ici, pour l'exécution à Neuengamme, l'orchestre a joué une marche qui s'appelait Alte Kameraden, donc les vieux camarades, donc un peu comme une sorte d'adieu ironique à leurs camarades dont ils étaient obligés de regarder l'exécution. Et puis l'exemple le plus célèbre, c'est celui de l'exécution de Hans Bonarewitz qui s'était évadé du camp de Mauthausen, qui a été rattrapé, ramené dans le camp. Il y a eu une véritable mise en scène de cérémonie d'accueil, on va dire. Il a dû parader dans le camp. Et il y a eu plusieurs musiques jouées à cette occasion. Donc encore une fois, sans les textes, mais tout le monde les connaissait, donc tout le monde connaissait les paroles. La première musique, c'est un Volkslied allemand très connu qui s'appelle Alle Vögel sind schon da. Tous les petits oiseaux sont déjà là. Et c'est une chanson qui raconte l'attente impatiente du printemps, du retour du printemps. Et puis la deuxième musique que je vais vous faire écouter, que vous avez sûrement déjà entendue. Là, j'ai volontairement mis sans les paroles, mais en les connaissant, on sait à quoi ça fait référence. Voilà, alors cette chanson, on la connaît en France sous le titre J'attendrai. À l'époque, elle était connue en Allemagne sous le titre Komm zurück, qui voulait dire reviens. Et la chanson allemande disait reviens, tu es tout pour moi, j'attends ton retour avec impatience. Donc cette chanson a vraiment été choisie en connaissance de cause pour un clin d'œil en fait ironique à la situation des détenus. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était très fréquent et qui a entraîné en fait de grands dommages psychologiques sur les victimes après la guerre. Et puis, alors, toujours cet usage un peu punitif ou tortionnaire qui est de faire chanter des détenus, certains commandos, notamment des commandos dans lesquels étaient les juifs, qu'on appelait les chevaux chantants. Donc, ils tiraient en fait une charrette à la place de chevaux, ils devaient chanter pendant leur travail. On voit aussi là un exemple, un dessin de femmes de Ravensbrück devant chanter pendant le travail. Là, il y a de nombreux exemples qui finalement en fait montrent le côté épuisant en fait de la musique. Là, c'est pas forcément un côté sadique, mais c'est que ça ajoute à l'épuisement, donc c'est le côté destructeur. Et puis le dernier aspect qui peut aussi paraître plus anodin, mais qui a son importance, c'est la musique que j'appelle moi la musique de divertissement contraint, c'est-à-dire devoir jouer pour les SS
Donc là, vous voyez un exemple de concert de l'orchestre d'Auschwitz I qui, pour l'occasion, avait évidemment un costume, qui jouait pour des invités de marque du commandant du camp le dimanche. Alors, contrairement à des légendes qui circulaient, les SS n'applaudissaient pas à tout rompre, puisque les applaudissements étaient interdits. Ça reste quand même des détenus qui jouent pour des SS, mais en tout cas, ils devaient parfois distraire leurs bourreaux. Ça, c'est quelque chose qui revient dans de nombreux témoignages, notamment pour des soirées privées, à l'issue desquelles ils étaient rétribués en cigarettes, notamment. Ou encore, l'orchestre de Birkenau, dans le camp des femmes et dans le camp des hommes, avait un bloc où il répétait, et il était susceptible à tout moment d'avoir la visite de SS haut gradé qui pouvaient demander qu'on leur joue n'importe quelle musique. Et dans l'orchestre des hommes de Birkenau, il y a ce dessin absolument incroyable, qui est d'ailleurs documenté dans d'autres témoignages, où un SS, qui s'appelait Perry Broad, a même joué avec des détenus, parce que c'était un grand amateur de jazz, et il a joué à plusieurs reprises avec des détenus. En théorie, c'était complètement interdit, le mélange entre SS et détenus. Tout ça, ça reste du divertissement contraint, en fait, jouer pour les bourreaux. Donc tout ça, ça fait partie des aspects destructeurs qu'on aborde dans l'exposition. Et puis donc, le dernier aspect, c'est la musique de résistance. C'est ça, c'est dernier aspect, musique de contrainte, musique d'humiliation, et donc musique de résistance, c'est celle que j'abordais au début avec Kusliewicz, c'est ça ? Voilà, exactement. Alors vous verrez, vu que l'approche est topographique, c'est vrai que les musiques destructrices, elles sont plutôt liées à des endroits extérieurs du camp, la place d'appel, les rues du camp. Et les musiques de résistance, elles sont plutôt liées aux espaces intérieurs, qui sont les blocs des détenus ou des bâtiments dans lesquels les activités culturelles étaient autorisées. Alors quand on parle de musique de résistance, déjà moi, quand je parle de résistance, la principale résistance pour moi, c'est survivre. Et puis la deuxième, c'est conserver son intégrité spirituelle, intellectuelle. Donc à ce titre, la musique a vraiment servi la résistance. Et par contre, ce n'est pas parce que c'était une musique de résistance qu'elle était forcément clandestine. Vous verrez dans l'exposition, en fait, il y a eu beaucoup de concerts qui ont été autorisés par les nazis dans les camps, parce que ça permettait parfois aux commandants d'avoir les SS, de faire assister leurs SS à des représentations. Donc c'était aussi un moyen de divertissement supplémentaire. Et puis, ils voyaient ça aussi comme un moyen d'occuper les détenus pour prévenir des tentatives de rébellion ou de soulèvement, par exemple. Et en fonction du fait que la musique soit autorisée ou non, là, les répertoires sont différents. Pour les activités culturelles autorisées, ce sont souvent des paroles assez anodines qui peuvent un peu dénoncer la situation dans le camp, mais en des termes un peu masqués. Et en tout cas, il n'y a pas de répertoire politique ni patriotique, alors que les musiques de résistance clandestine sont vraiment des musiques beaucoup plus politisées. L'exemple le plus important de musique de résistance, et là, c'est un cas un peu particulier parce que ça a eu lieu dans un espace extérieur. C'était un spectacle de cirque qui a été autorisé par les SS dans un des premiers camps, le camp de Bürgermoor, qui était un camp de prisonniers politiques. Il y avait eu en fait un événement de grande violence de la part des SS et les détenus étaient complètement démoralisés. Et l'un des détenus, Wolfgang Langhoff, a voulu, pour remonter le moral de ses co-détenus, organiser un spectacle. Il a demandé l'autorisation du commandant, il l'a obtenue. Et il a monté ce spectacle de cirque qu'il a appelé le Circus Concentrazioni, auquel les SS assistaient. Il y avait des jongleurs, des équilibristes, des imitateurs. Et puis le numéro final, c'était ce chant, le chant de Bürgermoor. Dans le camp de Bürgermoor, les détenus devaient assécher les marais. C'est pour ça qu'on les appelle les camps des marais. Et donc, ils se surnommaient eux-mêmes comme les soldats du Marais qui partaient avec leur bêche à l'épaule. Et cette chanson, donc, qui est connue en France sous le nom de Chant des Marais, donc, qui a été adaptée en français dans un camp, probablement dans le camp de Ravensbrück, elle a énormément plu aux détenus, mais elle a aussi énormément plu aux SS, puisque le contenu était assez vague et les SS se sont identifiés eux-mêmes comme soldats des Marais. Et c'est grâce à ça, finalement, qu'on a autant de partitions, parce que dès le lendemain, ils ont demandé à des dessinateurs du camp de leur faire des partitions illustrées qu'ils ont envoyées à leurs fiancés, à leur famille, pour montrer ce qu'ils faisaient dans le camp. Et même Wolfgang Langhoff disait que les SS se considéraient comme des prisonniers au second degré dans ce camp. Donc ils se sont vraiment
identifié, et grâce à ça, le chant a circulé dans plusieurs camps, même aussi dans le monde libre, puisqu'à l'époque, on pouvait être libéré de ces premiers camps, qui étaient conçus comme des camps de rééducation politique. Wolfgang Langhoff, il a été libéré en 1934, il a écrit tout de suite son témoignage. Le livre qu'on expose, c'est la version française qui date de 1935, donc on connaissait déjà l'existence du camp, il parle déjà de ces activités-là. Donc il a eu un parcours incroyable, ce chant. Et c'est devenu en fait le modèle pour tous les hymnes de camp, c'est-à-dire un premier couplet assez mélancolique qui raconte la dureté des conditions de vie, mais quand même un peu à mots couverts. Et puis, plus on avance, plus il y a cet espoir de la libération sur une mélodie très fédératrice. Je vais vous faire écouter un couplet. Auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum. Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. On aura l'occasion peut-être tout à l'heure de parler un peu plus de ce chant, mais en tout cas, il a eu une circulation très grande. Il a été adapté, repris, c'est devenu l'hymne des femmes, l'hymne du MLF dans un premier temps. Aujourd'hui, c'est l'hymne des femmes. Ça a été aussi un chant scout. Enfin, il a vraiment une histoire incroyable. Donc ça, c'est une activité culturelle autorisée, par exemple. D'autres exemples, c'est à Buchenwald, donc toujours avec ce commandant qui voulait vraiment des activités culturelles développées, un dessin clandestin de l'époque qui témoigne de cette représentation d'une pièce de théâtre accompagnée par l'orchestre du camp. On voit en bas, il a même mis les noms des instrumentistes qui ont participé à la soirée. Des exemples comme ça, on en a beaucoup à Buchenwald. Donc tout ça, ce sont à la fois des activités autorisées, donc susceptibles d'être visitées par les nazis, mais qui permettent quand même l'espace d'un instant de s'évader en fait de la réalité du camp. Il faut quand même juste préciser à ce propos que ces activités étaient quand même réservées malgré tout à des détenus quand même privilégiés, puisqu'il fallait un billet pour y accéder. Sur la dizaine de milliers de détenus qui peuplaient le camp, il y avait 100 ou 200 places. Donc ce n'était pas forcément des activités ouvertes à tout le monde. Mais pour ceux qui ont eu la chance d'y assister, ça a permis vraiment de s'évader du camp momentanément. Et puis les musiques clandestines. Donc, ce sont des musiques qui ne sont pas forcément destinées à être jouées sur le moment. Par exemple, l'exemple du Verfügbar aux Enfers, c'est une opérette qui a été écrite par Germaine Tillon. Elle était cachée par ses co-détenus, puisque en tant que Verfügbar, elle était corvéable à merci. Donc, c'était une charge extrêmement dangereuse. C'est quoi Verfügbar, vous l'aurez compris? Verfügbar, ça voulait dire disponible. Et c'était en fait les gens qui n'avaient pas de commando d'affectation et qu'on affectait un peu au dernier moment et souvent aux pires tâches. Et Germaine Tillon raconte que le sport national, justement, des Verfügbar, c'était d'essayer d'échapper à tout prix de l'enrôlement dans ces commandos, puisque le taux de mortalité était extrêmement élevé. Elle a écrit cette opérette à la fois pour témoigner, mais aussi parce que, justement, comme Langhoff, elle réalisait qu'il y avait extrêmement une démotivation, une démobilisation, une perte de morale extrême parmi ses co-détenus, et elle voulait les encourager à survivre. Sa solution à elle, ça a été d'écrire un texte extrêmement cynique, d'un humour très très noir. C'est vraiment très étonnant. Par exemple, il y a un moment où quelqu'un dit ici, est-ce qu'il y a eau et gaz à tous les étages? Et puis l'autre répond oui, gaz surtout, parce que c'était la période où une chambre à gaz avait été construite à Ravensbrück. Donc c'est un humour très 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 grinçant, mais pour elle, c'est ça qui permettait la distanciation. C'était de rire de l'horreur pour mieux s'en éloigner. Enfin, Cécile Keinel vous racontera tout ça dimanche prochain. Et ça avait été créé à Ravensbrück. Alors, justement, ce n'est pas une œuvre qui a été écrite pour être montée à Ravensbrück. C'est une œuvre qui a été écrite pour circuler de la main à la main. Et le moyen qu'elle a trouvé, parce que déjà elle n'était pas compositrice, mais pour que tout le monde puisse prendre part à ce spectacle intérieurement, c'était de faire une œuvre entièrement parodique. C'est-à-dire que toutes les chansons sont sur l'air de... Donc sur l'air d'une chanson connue à chaque fois. C'est ce qu'on voit ici dans l'illustration. C'est marqué en bas, air sans y penser. Ça correspond à le paragraphe qui est en rouge. Et donc ça permettait aux détenus
qui ne pouvaient pas lire la musique, ou en tout cas de toute façon qui ne pouvaient pas chanter très fort, d'écouter, d'entendre intérieurement en fait cette chanson. Et de chanter dans sa tête. Je Voilà. crois que c'est marqué sur un cartel dans l'exposition. C'est très joli. On imagine très bien cette idée à partir d'un texte que l'on retient et d'une mélodie qu'on connaît tous. On peut chanter chacun soi-même comme une sorte d'acte de résistance ou de. Exactement. Moi, je dis même chanter en silence, pratiquement. Enfin, voilà, il y a un peu ce paradoxe-là. Mais donc, cette œuvre, elle a vraiment circulé et elle a été donnée très, très tardivement, en 2007 pour la première fois. Mais c'est vraiment une œuvre clandestine très intéressante. Vous verrez aussi que dans l'exposition, on a fait enregistrer pour la première fois un chant clandestin qui s'appelle Rêverie au camp, qui avait été composé à Buchenwald, qui n'avait jamais été enregistré. Donc, c'était un prêteur particulier. Il n'avait jamais entendu cette chanson. Donc là, il a pu l'entendre pour la première fois. Et puis, l'œuvre que je voulais vous faire écouter, c'est une œuvre composée par Kulisiewicz, donc ce fameux musicien qui a composé beaucoup de musique à Sachsenhausen. C'est une œuvre intéressante parce que ça montre qu'on avait déjà la connaissance de l'existence des chambres à gaz à Auschwitz, même quand on était détenu à Sachsenhausen. Donc c'est une berceuse, il n'a pas composé la mélodie, c'est sur une mélodie existante. Et quand on connaît la mélodie de départ, c'est une chanson allemande en fait où il y a un dialogue entre un petit garçon et sa mère. Et il lui dit « Oh, quand je serai grand, maman, je m'occuperai de toi, je te sortirai au restaurant, je serai toujours là pour toi. » Et la mère lui dit « Ouais, tu parles, tu auras une fiancée, tu m'oublieras, tu viendras jamais me voir. » Donc il y a un peu, c'est une chanson assez ironique finalement sur les promesses de l'avenir. Donc c'est peut-être pas non plus anodin d'avoir choisi cette chanson pour là chanter finalement le désespoir, puisque c'est une berceuse fictive, on va dire, hein, puisqu'il n'y avait pas d'enfants à Sachsenhausen. Donc c'est plutôt une forme de témoignage sur ce qui se passait à Auschwitz-Birkenau. Uśnij bez mamusi za drutami, mały mój. Nie masz mleczka ani niani, śmierć nad tobą szczerzy kły, śmierć nad tobą szczerzy kły. Uśnij, uśnij, blady, zbity, 4 latka, synku, masz. Matkę twoją dziś dobili, ojca zdławi jutro gaz. Ojca zdławi Ça, c'est la berceuse de Birkenau. J'imagine que Lisevitch enregistre même chose dans les années 70, oui. Bien plus tard. Hein, c'est ça. D'accord. Merci, Élise Petit. On va donner la parole maintenant à Michaela Dostalova. Rebonjour, bonsoir. Merci, Michaela, parce que vous êtes là spécialement pour nous. Vous êtes venue de République tchèque hier. Et en plus, vous nous faites l'amitié d'essayer de vous exprimer en français, ce qui n'est pas une langue que vous parlez tous les jours. Vous êtes donc responsable des collections du musée mémorial de Térésine. En France, je ne sais pas pourquoi on dit plutôt Theresienstadt. On parlait de ça tout à l'heure, on ne sait pas très bien pourquoi. Enfin bref, cette ville s'appelle Térésine, donc appelons-la Térésine. Et vous êtes là parce que le musée mémorial de Térésine a prêté beaucoup d'objets qu'on peut voir dans cette exposition. Et vous avez choisi de nous en montrer quelques-uns. Un tout petit rappel, Térésine pendant la guerre, c'est un des nombreux camps avec une typologie assez compliquée, mais c'est un camp qui a un statut un peu particulier. C'est d'abord un camp de transit
où on envoie les Juifs de Bohême-Moravie avant de les déporter vers d'autres camps plus à l'est. Et c'est aussi un ghetto. Un ghetto, souvenez-vous, c'est une ville fermée et qui est régie par un conseil, et en l'occurrence, c'est un conseil juif. Donc c'est un conseil juif qui s'autogère avec quand même une surveillance des SS. Et les nazis utiliseront ce camp, ce ghetto de Térésine comme une vitrine de leur régime et qu'ils feront visiter plusieurs fois par un comité international de la Croix-Rouge. Mais ce qui explique qu'à l'intérieur du ghetto de Térésine, on était soumis à une discipline qui était moins sévère que dans d'autres camps. Et que, du coup, à Térésine, on a vu l'éclosion assez conséquente d'œuvres d'art majeures, et notamment d'œuvres musicales. Je vous laisse la parole. Montrez-nous, présentez-nous quelques objets, donc, s'il vous plaît. Donc, permettez-moi de vous présenter la collection du Mémorial de Térésine. Tout d'abord, je voudrais me présenter. Je m'appelle Michaela Dostálova et je suis la chef du service de documentation du Mémorial de Térésine. Le Mémorial de Térésine a été fondé en 1947 sous le nom du Mémorial national de la souffrance. Au milieu des années 60, il a été rebaptisé au Mémorial de Térésine. Pendant la dictature communiste, on a d'abord commémoré la résistance communiste et les personnes qui étaient associées, personnes qui furent emprisonnées dans la petite forteresse. La petite forteresse est située près de la ville de Térésine. C'est une partie. Je peux avoir le micro en même temps, s'il vous plaît. C'est une partie Térésine. Il y a donc un ghetto et à l'extérieur de ce ghetto, un espace qu'on appelle la petite forteresse. Vous allez comprendre. Ce n'est qu'après la soi-disant révolution de velours en 1989 que les bâtiments de la ville de Térésine liés aux souffrances des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale sont passés sous l'administration du mémorial et que le musée du ghetto a été créé. Actuellement, les espaces et les bâtiments qui se trouvent sous la gestion du mémorial sont la petite forteresse avec le cimetière national, le musée du ghetto, la caserne de Magdebourg, la maison de prière et une réplique de la mansarde de la rue de Louha, le columbarium, les pièces de cérémonie et la morgue centrale, la cimetière juif et le crématorium. L'organisation du Mémorial de Térésine comprend, entre autres, des départements qui s'occupent des objets de collection. Le service des collections rassemble des objets tridimensionnels, du matériel documentaire, des partitions et des œuvres d'art. Et le service de documentation gère des documents, des photographies et une bibliothèque spécialisée. Le service de documentation gère environ 15 000 numéros d'inventaire d'objets de collection et le service de collection gère près de 13 000 numéros d'inventaire d'objets de collection, dont 87 sont des partitions. On y trouve également des instruments de musique, des uniformes d'orchestre, des camps, etc. La collection contient d'objets de Térésine, mais aussi des objets d'autres camps de concentration. Par exemple, des uniformes de l'orchestre du camp de Buchenwald ou des instruments de Mauthausen. Et ces objets qui proviennent d'autres camps, ils sont conservés à Térésine, c'est important, parce qu'ils touchaient de près ou de loin des détenus tchèques. Oui. Voilà. C'est ça. Je voudrais maintenant vous présenter quelques objets individuels que vous avez l'occasion de voir dans la nouvelle exposition du Mémorial de la Shoah et qui font partie de la collection de Térésine. Le premier objet est la partition de l'opéra pour enfants Brundibar. L'opéra pour les enfants Brundibar a été créé par le compositeur Hans Krasa.
La partition a été composée pour un concours du ministère de l'Éducation en 1938, mais l'opéra n'a été créé qu'à la fin de l'année 1942 dans un orphelinat juif de Prague. Rudolf Freudenfeld, après la guerre, Rudolf Franěk a pris en charge la production musicale et František Zelenka la mise en scène et conçu le décor. La partition originale conservée au ministère de l'Éducation nationale a été retrouvée en 1972. Et donc, si je peux ajouter un petit détail, donc cet opéra pour enfants est créé fin 42 dans un orphelinat juif de Prague, mais c'est une représentation clandestine, on est d'accord, hein, bon. Oui. Le compositeur Hans Krasa a été transporté dans le ghetto de Terezín en août 1942. Il n'a donc pas assisté à la première de son opéra à Prague. Dans le ghetto de Terezín, après moins d'un an d'emprisonnement, il devient le chef de la section musicale de la Freizeitgestaltung. Freizeitgestaltung était le département du temps libre. Et Hans Krasa participe de la manière significative au programme culturel et musical du ghetto. En juillet 1943, Rudolf Freudenfeld est également transporté à Terezín avec un certain nombre d'enfants qui avaient joué dans la représentation de Brundibar à Prague. Dans l'orphelinat. Dans l'orphelinat. Voilà. Donc les enfants qui avaient joué pour la première fois cet opéra clandestinement dans l'orphelinat de Prague sont eux-mêmes déportés à Terezín. Oui. Il apporte avec lui la partition de la version pour piano de Brundibar, d'après laquelle Hans Krasa a créé une nouvelle version à Terezín. L'opéra a été répété pendant 1 mois et demi, toujours sous la direction de Rudolf Freudenfeld et la mise en scène de František Zelenka. La première de Terezín a eu lieu le 23 septembre 1943 à la caserne de Magdebourg, accompagnée d'un orchestre de 10 musiciens. La pièce est devenue très populaire et jusqu'en septembre 1944, il y a eu environ 55 reprises. L'opéra se compose de 2 actes. Dans la première partie, les enfants partent chercher des médicaments pour leur mère malade et découvrent qu'ils ont besoin d'argent pour les acheter. Ils remarquent Brundibar, un homme qui joue de l'orgue de barbarie. Les enfants essayent alors d'obtenir d'argent en chantant comme lui. Cependant, Brundibar n'aime pas ça et les expulse. Dans la deuxième partie, des animaux magiques aideront les enfants à gagner de l'argent en chantant. Brundibar leur vole leurs argent, mais les enfants les poursuivent et il finit par lâcher le butin. Les enfants l'expulsent et gagnent. L'opéra était très populaire auprès des adultes et des enfants. La version pour piano que Rudolf Freudenfeld a introduite clandestinement dans le ghetto et sur la base de laquelle Hans Krasa a créé la version Terezín de l'opéra, fait aussi partie de la collection du mémorial de Terezín. Donc ça, c'est le premier objet dont vous venez nous parler, cette partition. Il y a un autre objet, et vous allez nous en parler parce que c'est l'objet presque le plus spectaculaire de cette exposition. C'est une contrebasse. Dites-nous. Il s'agit d'un instrument produit par des prisonniers du camp de concentration de Mauthausen. Les prisonniers l'ont construit pour compléter l'orchestre de camp. Lorsque les prisonniers ont été autorisés à écrire chez eux en 1942, pour chaque leur proche, leur envoie leurs instruments de musique, divers groupes musicaux ont commencé à se former à Mauthausen. Les Tchèques ont fondé un groupe organisé par Bohumil Bardoň et dirigé par František Schnabel. Cependant, tous les instruments de musique ne pouvaient pas être envoyés, certains étaient donc produits par les prisonniers eux-mêmes. Cependant, ils
n'était pas luthière. Il y avait des amateurs dans ce métier. D'abord, ils ont fabriqué un violoncelle, puis cette contrebasse. Le corps de l'instrument a été fabriqué par un homme inconnu et la touche a été fabriquée par le prisonnier tchèque Rudolf Dudák. Tous deux étaient menuisiers de formation. C'était des menuisiers et non pas des luthiers. Menuisier, c'est... Menuisier. ouais. Après la libération du camp en 1945, la contrebasse a été transportée dans la Tchécoslovaquie d'alors. Depuis 1949, la contrebasse a été exposée dans l'exposition du musée de la petite forteresse de Térésine. Cependant, son histoire ne s'arrête pas là. En 2001, dans le cadre de travaux de restauration, un texte a été découvert à l'intérieur de la contrebasse. Il est écrit « Construit au KL Mauthausen, le premier coup de scie a été donné par notre bien-aimé Rittmeister Shani Rottweil de Vienne. Mauthausen, décembre 1942, et Wirbel. Shani est la forme viennoise du nom Johann. On a trouvé un prisonnier, Johann Rottweil de Vienne ou de Greusenbrunn, qui travaillait dans la cuisine de la prison de Mauthausen et de Linz. Et Wirbel est le nom d'Emile Wirbel. Et Wirbel est le nom d'Emile Wirbel, qui était coiffeur dans le camp. Et donc, qui avaient tous les deux signé à l'intérieur de l'instrument leur fabrication. Troisième objet, Michaela, c'est une veste d'uniforme. Oui, c'est une veste de l'uniforme de l'orchestre du camp. Et le donateur était Václav Koza, qui était membre de l'orchestre de Buchenwald en 1944. L'autre partie de l'uniforme était constituée d'un pantalon rouge. Selon le témoignage des prisonniers, il s'agit de l'uniforme de la garde royale yougoslave qui a été envoyé en Buchenwald en 1943 et 1944 et remis aux musiciens de l'orchestre du camp. À gauche, il est cousu un triangle rouge avec la lettre T. En dessous se trouve une bande blanche avec le numéro 28379, qui est le numéro de détenu de Václav Koza. Il s'agit de la désignation d'un prisonnier politique de nationalité tchèque. Il y a deux de ces uniformes dans la collection du mémorial de Térésine, dont l'un comprend le pantalon, mais est prêté à long terme à l'exposition permanente du mémorial de Buchenwald. Autre instrument, un violon. Un violon de Vlastimil Louda, que vous pouvez également voir dans l'exposition du mémorial de la Shoah, est aussi associé au camp de Buchenwald. Il était la propriété du chef d'orchestre du camp, Vlastimil Louda, à qui il a été envoyé par sa femme. Vlastimil Louda a été emprisonné d'abord à Dachau, puis à Buchenwald, où il est devenu le chef d'orchestre en 1942. À cette époque, l'orchestre de Buchenwald comptait 32 membres de musiciens. À la fin du camp, il y avait 38 membres. C'était pour la plupart des Tchèques et des Slovaques. Après la libération, Vlastimil Louda a ramené le violon de Buchenwald chez lui et sa fille l'a donné au mémorial de Térésine plus tard. Et alors, Michaela, vous voulez terminer cette présentation des objets, non pas par un objet ou un document, mais un ensemble de documents qui vous ont été légués par un certain Karel Hermann, Oui. qui était prisonnier à Térésine, hein, c'est ça? Oui, il était emprisonné dans le ghetto et il a fait une collection. Il s'agit d'un ensemble de près de 500 feuilles rassemblées par Karel Hermann, ou
Karel Hermann, en tchèque c'est Anne Hermann. Il a travaillé dans le ghetto de Terezín en tant que chef du département d'administration de la caserne d'Hambourg et plus tard la deuxième partie du ghetto. Ce travail lui apportait également certains avantages. À une époque où les prisonniers n'étaient pas autorisés à se déplacer librement dans le ghetto, il a obtenu l'autorisation de le faire. Il avait des contacts avec des personnes importantes qui étaient également emprisonnées dans le ghetto et il avait un accès aux réserves de papier, des crayons, etc. Ce qui manquait normalement. Karel Hermann a coopéré avec Freizeitgestaltung, le département du temps libre, à partir de juin 1943. Tout cela lui a permis de rassembler une collection importante qui documente la vie musicale, théâtrale, conférencière, mais aussi sportive à Terezín. La collection a été créée depuis 1943. À l'origine, Karel Hermann collectionnait des documents, des laissez-passer, des tickets et des petits documents papier similaires. En même temps, il a collecté des matériaux textuels et visuels liés aux événements culturels dans le ghetto. Karel Hermann a progressivement complété et trié la collection. Certains documents ont été créés à son initiative. Les autres documents étaient destinés directement pour la collection. L'affiche la plus représentative de toutes est l'affiche de l'opéra Brundibar. Karel Hermann a été déporté à Terezín le 4 décembre 1941 et il a quitté le ghetto Terezín avec sa femme le 28 octobre 1944. C'était le dernier transport du ghetto. Il a sauvé sa collection en la cachant chez une codétenue. L'épouse de Karel Hermann, mariée, est revenue à Terezín avec le transport d'évacuation avant la fin de la guerre. Ici, elle a récupéré la collection de la codétenue. Après, elle a amené la collection à Prague où elle a retrouvé son mari. En 1971, Marie a vendu la collection au mémorial de Terezín. Ah, elle l'a vendu. Elle dis donc. Elle a vendu. Ok. La collection est une source importante pour pouvoir étudier la vie culturelle de Terezín. Merci Michaela. Et en effet, toute cette collection de papiers, vous pouvez les voir dans la salle, c'est la salle numéro 3, c'est ça, hein, où on voit donc tous ces petits tickets d'accès aux manifestations culturelles, sportives ou autres, et où on voit donc qu'à l'intérieur de ce ghetto, il y a eu des centaines, 600, c'est ça vous disiez? Il y en a au moins 600 recensés, mais sans doute dû à la spécificité de ce statut de ghetto de Terezín. Je vais ajouter juste quelque chose à propos de ce camp donc, que nous on appelle Theresienstadt quand on parle du camp, et on dit Terezín quand on parle de la ville, c'est que le camp ghetto de Theresienstadt, il est abordé dans la 3e salle de l'exposition. Donc les personnes qui n'ont pas encore vu l'exposition, rassurez-vous, on n'a pas considéré ce camp comme un camp de concentration ou comme un centre de mise à mort. On a bien mis dans cette salle avec d'autres camps spécifiques comme le camp de transit de Westerbork ou les camps français. Donc ils sont dans une salle un peu à part, mais ce qui les regroupe, c'est qu'ils ont servi d'antichambre au centre de mise à mort et que les populations juives qui étaient dans ces camps ont été ensuite déportées vers l'Est. Avant qu'on passe à vos questions à vous, une ou deux précisions. Élise, dans la typologie, si on peut dire, des différentes musiques qu'on pouvait rencontrer dans les camps, donc cette musique qui oblige à marcher en cadence, qui permet de harceler les déportés à travers la diffusion de morceaux de musique via les haut-parleurs, etc. Est-ce qu'on sait qui a théorisé cette utilisation plus ou moins sadique ou productiviste de la musique? Est-ce qu'on a des traces là-dessus? Est-ce qu'on sait? Est-ce que ça dépendait c'était à la discrétion de chaque directeur de camp? Ou est-ce qu'il y a eu des théoriciens de cet usage plus ou moins sadique de la musique?
Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai lu du coup les milliers de pages du journal de Goebbels, parce que Goebbels, c'était quand même, Joseph Goebbels était le principal interlocuteur en matière de culture et de musique au sein du Troisième Reich, avec l'idéologue Alfred Rosenberg, et dans leurs écrits, il n'est jamais fait mention d'activité musicale dans les camps. Ça, c'est vraiment très étonnant. Il n'y a pas non plus de document central décidant de politique dans les camps. Certains chercheurs parlent d'un décret fantôme que personne n'a jamais trouvé, qui daterait de 1942 et qui imposerait la création d'orchestres dans les camps. J'ai épluché tout ce fonds d'archives-là. J'ai effectivement trouvé un document de 42, mais concernant l'équipement des garnisons SS en instruments. Donc, ce n'est pas les orchestres des camps. Donc, il n'y a pas eu de théorisation. Finalement, c'est pour ça que moi, je penche pour une transposition d'un système avant tout militaire. Ça fonctionnait vraiment comme des prisons, un système carcéral. Et même quand on pense à certaines punitions, par exemple, il y a une illustration et une photo à un moment d'une heure de punition en chanson dans un des premiers camps pour opposants politiques. Quand j'ai épluché les ordonnances du commandant du camp de Birkenau, je me suis rendu compte que ces heures de punition en chanson, il les infligeait aussi aux SS. Donc ça veut dire qu'il y a un arsenal de punition qui est déjà existant, qui est habituel dans l'arsenal militaire, qui est transposé. Évidemment, ce qui est nouveau par rapport à ce qui est infligé aux SS, c'est le côté sadique, mais pour moi, c'est presque quelque chose un peu découvert par hasard, en fonction d'un qui avait une idée un peu plus sadique que les autres, et puis qui la mettait en pratique, et c'était suivi ou pas. Et puis, vu que les commandants se rendaient visite, il y en avait un qui trouvait que l'idée était très bonne. Par exemple, à Buchenwald, il y avait un détenu zélé qui avait composé un chant antisémite, donc qui s'appelait le Judenlied, le chant des Juifs, et le commandant trouvait ça très drôle de le faire chanter par les Juifs quand il y avait une visite d'officiels. Et c'est une pratique qu'on retrouve dans d'autres camps, parce que certains commandants ont dû trouver que c'était une bonne idée, par exemple. Mais je pense à, je ne sais plus quel est ce camp, où la gare d'arrivée des déportés, on y installe un faux guichet, sous-entendu, vous arrivez ici, mais vous en repartirez sans doute demain, et on fait jouer à l'orchestre du camp, sans doute, de la musique pour donner à cette atmosphère d'arrivée dans ce camp une forme de normalité. Ça c'est même chose, c'est une décision du directeur du camp. Alors ça, c'est un exemple très intéressant parce qu'ici, on parle des centres de mise à mort. Vous verrez que dans l'exposition, la partie consacrée aux centres de mise à mort, elle est très réduite. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de musique, parce qu'il y avait vraiment de la musique, mais c'est parce qu'on n'a aucune source. Les centres de mise à mort ont pour la plupart été vraiment détruits, même avant la fin de la guerre. On a retrouvé très récemment, grâce à un petit-fils de nazi qui a trouvé dans le grenier de son grand-père un album photo souvenir, et le grand-père était en garnison à Sobibor. Donc ça fait partie des seules photos qu'on a sur ce camp qui avait été vraiment détruit, tout avait été masqué. Et le sujet de la musique dans les centres de mise à mort, c'est un sujet qui est mal connu et surtout sur lequel beaucoup d'idées fausses circulent, en partie du fait que effectivement les SS étaient capables de tellement de sadisme qu'on a surinterprété, fantasmé des choses, et on lit souvent ou on entend souvent que les orchestres auraient joué jusqu'à l'intérieur de la chambre à gaz, qu'ils auraient accompagné les détenus sur le chemin de la chambre à gaz, un peu comme des petites fanfares de déambulation, comme le joueur de flûte de Hamelin. Ça, c'est une idée fausse, et qui s'explique très bien finalement quand on arrive à comprendre la psychologie du Reich. C'est un régime en fait qui cherche avant tout l'efficacité, notamment l'efficacité dans les processus de mise à mort. Et ce qu'il faut, c'est que les gens soient gazés le plus rapidement possible, en faisant traîner le moins possible les opérations. Donc, ce qu'il faut, c'est que à la descente des convois, le tri de ceux qui seront gardés pour travailler et ceux qui vont à la chambre à gaz se fasse rapidement, dans le calme et avec efficacité. Et effectivement, il y a eu dans le camp de Sobibor, pour un événement où les autorités du camp attendaient un convoi de détenus qui étaient en très bonne forme physique parce qu'ils ne venaient pas d'un autre camp, ils venaient directement d'une ville. Ils ont eu peur qu'il y ait des révoltes, puisqu'il y avait beaucoup d'hommes dans ce convoi, de jeunes hommes. Effectivement, le commandant a décidé de faire un discours d'accueil pour endormir la méfiance des gens. Et là, l'orchestre a été posté. Mais ce n'était pas du tout systématique. Et on le comprend très bien quand on voit les plans des centres de mise à mort. Les détenus
arrivaient à la porte du camp, circulaient dans une espèce de passage un peu parfois masqué où on les forçait à courir. Donc il y avait déjà des cris à ce moment-là. Et quand ils arrivaient à l'entrée de la chambre à gaz et que ces personnes-là commençaient à hurler, c'est là qu'ils auraient pu créer un mouvement de panique par rapport aux personnes du convoi suivant. Et donc l'orchestre était là pour jouer à la porte du camp pour couvrir les cris des victimes. Et un autre exemple de musique utilisée pour couvrir les cris des victimes dans les centres de mise à mort, c'est voilà, ces massacres de masse qu'il y a eu à Majdanek et aux environs en 1943, où en l'espace de 2 jours, il y a eu 40 000 personnes fusillées. Là, on n'a pas demandé à un orchestre de jouer, ça n'aurait pas fait assez de son, et puis je ne suis pas sûre qu'il y avait un orchestre à Majdanek. Ils ont en fait fait importer des camions avec des très très grands haut-parleurs qui étaient juchés sur ces camions-là, et ils ont diffusé de la musique très légère, dont une chanson qui s'appelait Longue vie à la vie. Non, Réjouissez-vous de la vie. Il y a eu peut-être aussi Le Baudin du Bleu de Strauss, en tout cas des musiques très légères. Et longtemps, on a cru que ça servait uniquement à couvrir les cris des victimes. Mais moi, je pense qu'il y a aussi une autre explication. C'est toujours dans cette obsession de l'efficacité. Ça a aussi servi à galvaniser les SS et à les faire fusiller à un rythme soutenu. Puisque quand on regarde les documents de l'époque et les témoignages de l'époque, il y a un SS qui dit « Ah ben c'est bien de fusiller en musique ». Et ça, on le voit, l'armée états-unienne, pendant la guerre en Irak et même aujourd'hui, les soldats font leur playlist, ils partent avec un casque sur les oreilles et ils sont en fait dans leur bulle pendant qu'ils fusillent ou qu'ils sont au combat. Donc ça, c'est vraiment un usage aussi qui interpelle. Michaela, je crois que vous vouliez ajouter quelque chose sur la production musicale à Térésine, ou Theresienstadt, pardon, je ne marche pas, moi aussi. Compte tenu en effet du statut particulier de ce camp ghetto, sur la qualité ou la nature des productions musicales. On peut diviser la vie culturelle dans le ghetto dans 4 étapes. Dans la première étape, c'est de 1941 jusqu'en juillet 1942. La musique était interdite, la production de musique était interdite, mais les gens essayaient d'exprimer culturel dans la clandestinité. Après, la deuxième étape est de juillet 1942 jusqu'au février 1943. Et c'est l'époque quand Freizeitgestaltung, l'organisation de loisirs, a été créée. Donc cette organisation a organisé les événements culturels, mais elle a créé la bibliothèque, elle a aménagé les salles pour la musique, pour les concerts, pour la production théâtrale. Donc, elle réglemente les gens qui veulent s'arriver aux événements parce qu'il était nécessaire de réglementer la visitation des événements. Et après, depuis février 1943 jusqu'au printemps 1944, c'est une époque quand la vie culturelle est présentée dans l'extérieur du ghetto. Et c'est une étape quand les nazis ont préparé l'appuyement des Juifs, parce que après la 4e époque est du printemps 1944, et ça termine en automne 1944. Et dans cette étape, les Juifs étaient abusés par le système de propagande de nazis parce que les nazis devaient préparer la ville Térésine pour la visite du comité de la Croix-Rouge. Et quand la ville était, si je peux le dire, déjà prête, après ils ont décidé de créer un film sur Térésine qui décrit Térésine comme une ville où dans ce film, les Juifs ont joué un rôle comme les résidents
très satisfait. Et après, cette époque termine en automne et entre octobre, 28 septembre jusqu'au 28 octobre, plus que 18 000 personnes étaient déportées à l'Est. Et c'est clair que les membres de ce transport étaient aussi des artistes, des musiciens, etc. Justement, sur cet événement, donc de cette visite qui a été mise en place pour la Croix-Rouge internationale, alors il y a bien eu plusieurs visites de la Croix-Rouge du camp. La première, c'était la Croix-Rouge allemande. Après, il y a eu la Croix-Rouge internationale. Et puis, une dernière, je crois que c'était la Croix-Rouge danoise qui a mis le camp en fait, sous sa protection, mais c'était déjà en 1945. En tout cas, pour la préparation de cette visite de la Croix-Rouge, il y a eu un peu un cabinet des dessinateurs qui a été mis en place et les dessinateurs du camp devaient préparer des dessins très propagandistes sur la bonne qualité de vie dans le camp ghetto. Ces dessins ont été remis à Maurice Rossel, mais l'aspect salvateur de ça, c'est que les dessinateurs ont volé du papier. Et certains, comme Bedřich Frita, ont fait des dessins clandestins. Et c'est aujourd'hui les seuls dessins qui montrent l'envers du décor de Theresienstadt. On expose vraiment dans cette salle ce très très grand dessin où on voit toutes ces personnes âgées qui s'entassent sous les combles dans les greniers du camp. Et c'est important aussi de rappeler que la réalité de Theresienstadt, c'était aussi ça. Il y avait certes ces artistes qui étaient très privilégiés, mais qui étaient extrêmement minoritaires dans le camp. À propos du mémorial de Therésine ou Theresienstadt, vous continuez à collecter des objets, c'est ça? Je crois que vous avez d'ailleurs lancé une campagne récemment, mais on continue à vous apporter des traces de ce ghetto qui, donc, aujourd'hui, il se situe quoi? Dans la ville actuelle, au milieu, ouais. Et alors, donc, vous continuez à collecter des objets ou pas? Oui, on a collecté et on a continué dans la collection. Nous avons fait une campagne avec coopération, dans la coopération avec la télévision tchèque. Maintenant, nous avons réussi à coopérer avec un journal. Donc, un journaliste a donné notre campagne sur la page de web et nous avons reçu donc beaucoup de choses. Parce que ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que vous avez du mal à faire comprendre aux habitants de Térésine et peut-être aux Tchèques d'une manière générale que ces objets, ces témoignages de la vie quotidienne de cette ville, de ce ghetto pendant ces années-là, ont un intérêt historique. Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent bien que nous sommes intéressés, surtout des objets tridimensionnels, mais des photographies, des documents. De temps en temps, on rencontre quelqu'un qui est étonné, qui pense, par exemple, que nous sommes intéressés seulement sur les documents. Donc, il est nécessaire toujours répéter dans les campagnes parce que toujours il y a beaucoup de choses parmi les gens. Cette problématique des documents à collecter, quand j'étais boursière au musée de l'Holocauste de Washington, j'ai bénéficié d'une bourse de 8 mois pour travailler dans leurs archives et faire des recherches sur la musique. Ils expliquaient à l'époque, en fait, ils étaient en train de déménager. Ils ont construit un bâtiment beaucoup plus gros en Virginia, donc pas plus à Washington même, parce qu'ils expliquaient qu'ils attendaient énormément de dons dans les années à venir, parce que maintenant, la plupart des survivants étaient morts, mais aussi leurs enfants, et qu'en fait, parfois, c'est les enfants qui avaient fait de la rétention d'objets, et ça, c'est particulièrement vrai pour les enfants de SS, par exemple, et ils s'attendent à avoir des dons de plus en plus nombreux d'albums photos de souvenirs SS, comme ce qui s'est produit avec Sobibor, parce que la génération des petits-enfants et des arrière-petits-enfants a envie justement de faire l'histoire, de se confronter à l'histoire, et c'est au point qu'ils ont construit vraiment un nouveau bâtiment. Donc, et je crois qu'au mémorial, c'est un peu la même chose. Il y a maintenant toujours des dons d'objets. Le directeur du musée de Natzweiler, Struthof, disait la même chose aussi. Quels sont d'ailleurs les principaux centres d'archives, de ressources concernant la Shoah
Il y a celui de Washington, dont vous disiez qu'il était, et qui va d'ailleurs s'agrandir, je crois, de documents concernant Kuzilievitch, dont on parlait tout à l'heure. Non, ils ont déjà toute la collection Kuzilievitch qui fait des milliers et des milliers de pages et de documents, mais ils collectent sur tous les camps en général. Il y a Yad Vashem, qui est évidemment un mémorial extrêmement important, mais pour la France, c'est le mémorial de la Shoah qui recueille les dons. Alors c'est vrai que c'est souvent sur les camps français, mais ça peut être sur n'importe quel camp, ça peut être aussi des familles de descendants de survivants français d'un camp, comme ce qui se passe avec Térésine. Ce sont des Tchèques qui donnent des choses d'autres camps à Térésine. Et le Struthof, je pense que c'est plutôt des gens, des descendants de personnes qui sont passées par ce camp. Et Pithiviers, qui était donc un camp administré par les Français, situé près d'Orléans. On a des archives de ce camp. Hein. On voit des choses dans l'exposition. Là, on a montré quelques... En fait, sur les camps français, on montre les archives qu'on nous a communiquées, les documents qu'on nous a communiqués. Et Pithiviers avait déjà fait sa propre exposition, c'est une petite exposition, mais avait déjà fait sa propre exposition sur la vie musicale à Beaune-la-Rolande et Pithiviers. On passe à vos questions. Monsieur, au deuxième rang. Alors, on va vous faire, je pense, circuler un micro. Merci. Bonsoir. Pouvez-vous nous parler du mode de recrutement des musiciens dans les camps ? Alors effectivement, il y avait plusieurs façons de procéder. Quand les musiciens arrivaient, quand tous les détenus arrivaient, il y avait ce bureau, là, ces détenus qui marquaient, qui tenaient les fiches signalétiques, qui marquaient la profession. Et souvent, les artistes se déclaraient comme travailleurs manuels parce qu'ils se disaient « si je me déclare comme artiste, je ne vais pas durer longtemps ». Donc, on ne voyait pas forcément leur métier. Parfois, ils se déclaraient comme musiciens et c'était plus facile pour le chef d'orchestre qui pouvait avoir accès aux fiches et qui allait trouver la personne. Mais autrement, ce qui se passait, c'est que quand des détenus arrivaient et qu'ils étaient encore en quarantaine, le chef d'orchestre ou la chef d'orchestre à Birkenau passait dans le baraquement et demandait est-ce qu'il y a des musiciens ? Mais en fait, en fonction des besoins. Si à ce moment-là, l'orchestre avait besoin de trompette, il pouvait arriver que le chef passe en disant est-ce que quelqu'un joue de la trompette ? Et les personnes qui se déclaraient passaient cette audition donc pour le chef détenu et pouvaient être retenues ou non. Et c'est pareil, en fait, si elles arrivaient avec leur instrument, arriver avec son instrument, c'était pas la garantie d'intégrer l'orchestre. Un violoniste pouvait arriver avec son instrument, mais finalement, à ce moment-là, il n'y avait pas besoin de violon, donc on mettait le violon dans la chambre des effets, et puis ensuite, il y avait une audition et on restituait l'instrument. Mais c'est le mode principal de recrutement. Alors vous verrez, il y a une vidéo qui est vraiment... j'ai choisi ce témoignage vidéo parce que je le trouve particulièrement glaçant. C'est pas vraiment un recrutement pour l'orchestre. Alors d'ailleurs, pour le recrutement de l'orchestre, il y a ce fameux Bohumil Bardon, le Tchèque qui a fait don de sa guitare, notamment au mémorial de Térésine. Il est interviewé et il raconte comment lui, il a intégré l'orchestre de Mauthausen. Et il y a ce témoignage de Shawnee Alex Brown à Dachau. Donc ce n'est pas un recrutement pour l'orchestre, c'est un événement qui a lieu en fait en soirée où un SS a envie qu'on lui joue de la musique et il arrive dans un bloc et il dit est-ce qu'il y a des violonistes ? Celui qui peut me jouer du violon, je lui donne à manger, je lui donne à boire. Donc ils sont 3 à se désigner, ils le suivent pour passer une audition dans une petite pièce où il y a un capot, donc un détenu. Le premier, il joue la chaconne de Bach. Et ça, la chaconne de Bach, c'est ce qui a permis à une des membres de l'orchestre de Birkenau d'intégrer l'orchestre. Quand elle a joué la chaconne de Bach, ça a tellement plu à Alma Rosé qu'elle a été intégrée. Et lui, c'est l'inverse qui se produit. Le SS, qui était un SS bas gradé, n'aimait pas la musique classique, et il entend ça, il fait la grimace. Et il y a le capot qui est à côté de lui et qui, en fait, massacre en direct le détenu sous ses yeux. Donc le deuxième, qui doit passer quand même en crise de panique, n'arrive pas à jouer, donc il est tué aussi. Et le troisième, c'est Shawnee Alex Brown, qui ne sait pas quoi faire. Et il raconte que tout d'un coup, il joue le Beau Danube bleu. Et il voit le SS qui commence un peu à chantonner, à battre la mesure. Et donc le capot dit « qu'est-ce que je fais ?» Et il lui dit « non, on va le laisser vivre ». Et c'est comme ça, en fait, après, il joue. Et dans ce témoignage-là, en plus, il joue le morceau. Il joue ce morceau qui lui a sauvé la vie. Donc, c'est un témoignage très extrême, mais ça peut montrer aussi... Ce que je trouvais intéressant, c'est que ça peut montrer comment, finalement, une musique peut déclencher de la violence. Et ce que ça dit aussi des SS dans les camps, ça, c'est un autre aspect intéressant, je trouve. C'est...
de voir la hiérarchie qu'il y avait entre les SS et cette espèce de hiérarchie culturelle aussi. Quand Mengele ou Kramer, qui sont des officiers très haut gradés, demandent à l'orchestre des femmes de leur jouer quelque chose, c'est toujours de la musique classique, la rêverie de Schumann, et ils pleurent à chaudes larmes, voilà. Et en fait, ils expriment leur supériorité culturelle, alors que les SS de bas grade, eux, ils aiment le jazz, ils aiment la musique tzigane, ils aiment la chanson de variété, donc ça dit aussi beaucoup de choses, cet épisode. Comment s'appelle cette actrice ou chanteuse allemande dont il demande régulièrement est-ce qu'on le dimanche on joue les chansons qu'elle chante dans le dernier film? Zara Leander. Voilà. C'était une actrice qui a collaboré avec le régime. C'est on va dire la remplaçante de Marlène Dietrich, voilà, qui a été très mise en avant par le régime. Et les SS aimaient beaucoup, donc ils diffusaient très régulièrement des disques de Zara Leander par les haut-parleurs du camp. Et ça, c'est Georges Champrin qui en parle à Buchenwald. Le dimanche, il a ce souvenir de la voix mordorée de Zara Leander, mais parfois, c'est au retour d'une soirée arrosée que des SS ont envie tout d'un coup de diffuser du Zara Leander en pleine nuit. Et vu qu'il y a des haut-parleurs en fait dans chaque bloc de détenus, ça réveille les détenus et ça les épuise. Et c'est encore finalement un moyen de torture qui n'a pas été pensé comme tel, mais qui rend la musique destructrice. Monsieur. Bonsoir. J'ai vu l'exposition que j'ai trouvée très intéressante, mais je n'ai pas trouvé trace de l'aptitude des tziganes à une participation quelconque à la musique, dans aucun camp. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose ou pas? Alors, vraiment, merci beaucoup pour cette question, parce que c'est mon grand regret. Ils ne sont pas présents dans l'exposition parce qu'on n'a pas de traces, alors qu'on sait très bien qu'ils ont fait partie des orchestres. Mais j'ai vraiment cherché. Il y a une chanson dont on dit qu'elle a été composée à Auschwitz, mais finalement, quand on regarde le documentaire qui est vraiment dédié à cette chanson, l'autrice dit elle-même « Non, je ne l'ai pas composée à Auschwitz, je l'ai composée après. » Donc, on n'a pas pu diffuser cette chanson. Alors, le sort des populations, alors c'était essentiellement des Roms et des Sinti allemands dans les camps. On sait qu'ils ont fait partie des premiers orchestres. Ils ont été internés massivement à partir de 1936, puisqu'ils étaient considérés comme asociaux. Donc c'est une catégorie assez large, mais qui intégrait en fait toutes les personnes sans domicile fixe. Et en tant qu'asociaux, ils ont intégré ces orchestres, mais ils jouaient essentiellement à l'oreille. Et à partir de 1938, où les orchestres se sont vraiment organisés et où les commandants ont voulu qu'on apprenne telle marche sur partition, ils ont commencé à être évincés. Et la deuxième explication, que je trouve extrêmement triste, c'est qu'en fait, il y avait énormément de racisme envers les Roms et les Sinti dans les camps. Et ça, on le voit dans beaucoup de témoignages, notamment des témoignages de Françaises à Ravensbrück, où elles décrivent ces femmes comme sales, voleuses, fainéantes. Il y a toujours ça qui revient sur les Roms et les Sinti. Et finalement, ils ont aussi été évincés des orchestres parce que, vu que c'était un moyen de protéger certains détenus, à Buchenwald, par exemple, c'est très clair, le chef d'orchestre, il est tchèque, et il protège avant tout ses compatriotes qui sont du même bord politique que lui. Et ça se fait au détriment de ces musiciens qui sont affectés à d'autres commandos. Donc c'est vraiment triste, mais on n'a pas de traces. Et c'est pour ça que j'ai commandé pour le catalogue un article à Claudia Maurer-Zenk, qui est une musicologue qui a travaillé sur le sujet. Et donc elle a signé un article sur les musiciens roms et sinti dans les camps de concentration. Non, on n'a pas de traces photographiques. Alors, dans certaines photos, on sait qu'il y a quelques Roms, mais comme il y a quelques Juifs, mais en tout cas, il n'y a pas de photos spécifiques. De quoi parler la fiancée vendue, Michaela? Vous êtes émue dans cette exposition de tomber sur un opéra d'un compositeur tchèque du 19e et qui avait été créé, ça vous avait étonné par sa nécessité 150 personnes. Oui. C'était quoi le sujet de cet opéra-là? C'est l'opéra d'un compositeur tchèque, Bedřich Smetana. Il y a une chanson qui dit « Pourquoi nous ne serions pas si heureux ?» Et si on peut imaginer que les prisonniers dans le ghetto ont chanté ça... Parce qu'on ne serait pas heureux, c'est ça, heureux. Oui. Ouais.
que les autres qui étaient les visiteurs de ce spectacle, tous les témoignages décrits que les gens toujours criaient, toujours étaient pleins de pluie, parce que c'était quelque chose d'extraordinaire pour cet opéra a été joué plus que 35 fois dans le spectacle. Il s'agissait quand même sans doute de sortir de sa réalité et de se projeter ailleurs. Attends, je vais juste revenir en dernier parce que j'y ai pensé quand même par rapport à cette histoire des traces sur les prisonniers Roms et Sinti. Finalement, cette photo-là, c'est l'orchestre qui était constitué principalement de Roms et de Sinti avant qu'ils soient remplacés par des prisonniers tchèques à Mauthausen. Donc ça, voilà, ça fait une photo de cet événement, l'orchestre qui joue. Merci beaucoup pour cette présentation et pour cette exposition avec une très grande variété de documents, très intéressant à découvrir. J'aurais une question et 2 remarques, si je peux. Est-ce que vous avez des exemples de conflits qu'il y aurait pu y avoir entre les répertoires de chants entre différents groupes, puisqu'il y avait aussi différentes communautés, différentes langues à l'intérieur des camps? Et ensuite, j'aurais une remarque par rapport à l'absence de musique dans les chambres à gaz, puisque j'ai l'exemple d'un témoignage publié dans une étude il y a 1 ou 2 ans, donc assez récent, qui évoque le fait que justement c'est dans un des camps d'Auschwitz que l'orchestre aurait été, ou une partie des musiciens d'un orchestre aurait été enfermés dans une chambre à gaz justement pour leur faire peur et qu'ils auraient dû jouer et qu'ils ne savaient pas justement pour leur faire peur. Donc c'est un exemple publié récemment dans une étude qui compare la musique dans les camps de concentration et dans les goulags soviétiques. Et ma deuxième question ou remarque, c'est par rapport au fait que la musique de résistance serait minoritaire dans les camps. La musique, effectivement, elle a été imposée majoritairement, par exemple pour l'exécution lors des marches, mais elle a toujours été exécutée finalement par des détenus, donc ils pouvaient à la fois lors des hymnes des camps avoir des messages cachés à l'intérieur de ces chants, et lors des marches, il y a aussi des récits qui racontent justement le soir, lorsqu'ils rentraient, lorsque les détenus étaient plus fatigués, ils jouaient à des tempos plus lents aussi pour les soutenir. Est-ce qu'on peut aussi considérer ces exemples-là comme des formes de résistance? Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a toujours... il y a eu plusieurs fois... Je crois que c'est monsieur au 2e rang ici. Il y a eu plusieurs exemples de détenus qui disaient oui, qu'elle modifiait les paroles ou qu'elle chantait à voix basse avec des paroles insultantes parodiques. Donc ça, c'est vrai. Ce que je voulais dire, en fait, c'est pas forcément en termes de quantité de répertoire. Je parlais de l'usage. L'usage, il est avant tout destructeur, mais il a heureusement pu être détourné pour des processus de résistance. L'histoire de l'orchestre enfermé dans la chambre à gaz, bon, pourquoi pas, parce qu'après tout, on pourrait se dire que tout est possible, mais moi, je source toujours et je prends les témoignages qui datent un peu, enfin, qui sont un peu trop longs après la guerre. Je les prends avec beaucoup de distance. Donc, je ne vais pas dire que ça n'a pas existé, mais bon, voilà. Et puis, l'autre question, c'est... Les conflits de répertoire. Ah oui, alors ça, c'est vraiment une question très intéressante parce qu'il y avait des conflits dans les camps, effectivement. Et quand on lit justement sur Theresienstadt, notamment le journal de Gondar Redlich, il explique qu'il y avait des gros conflits au sein de la communauté juive, parce qu'il y avait des juifs qui étaient des juifs orthodoxes, il y avait des sionistes, il y avait des juifs qui étaient athées, il y avait des juifs qui étaient presque anti-religieux. Donc il y avait des tensions, notamment sur la question de l'éducation à apporter aux enfants, puisque là, il y avait des enjeux aussi politiques et idéologiques. Donc, il y avait ces tensions. Et ces tensions, on les voit très bien dans une œuvre de cabaret de Leo Strauss à Theresienstadt, justement, où il se moque des Autrichiens, parce que les Autrichiens étaient perçus comme les détenus un peu snobs qui prenaient les Tchèques de haut. Et donc, il parodie une femme autrichienne qui arrive dans le camp et qui pose des questions à une Tchèque. Et alors, elle lui dit est-ce qu'il y a un dress code ici pour les soirées Puis la Tchèque lui dit non, non, vous verrez, c'est très cool, c'est très décontracté. Donc, il y avait aussi, ce que je trouve intéressant, c'est de montrer aussi que, évidemment, les gens, Térésine, il y a eu une période, c'était 50 000 habitants. Donc évidemment que les gens ne faisaient pas forcément bloc. Les Tchèques, il y avait une partie des Tchèques qui considéraient les Allemands comme des nazis, alors que c'était des Juifs. Hein. Donc il y avait ces conflits-là. Hein. On peut dire que dans la Tchécoslovaque, les Juifs étaient bien assimilés
tandis que les Juifs qui étaient arrivés avant la guerre dans l'est de la République tchèque ou de la Tchécoslovaquie, ils étaient orthodoxes. Et après, quand ils étaient transportés à Terezín, toute la culture était mélangée. Et quand j'ai parlé sur l'opéra de Bedřich Smetana, c'était la question pour Freizeitgestaltung et pour le Conseil des Juifs, parce qu'il y avait plusieurs des événements culturels et je peux dire opéra, qui étaient joués pendant l'époque ou dans cette époque. Et le Conseil a débattu ou a bavardé pourquoi les Juifs jouent l'opéra qui est tchèque, qui n'a pas le sujet allié aux Juifs. Et après, je peux nommer d'autres œuvres. C'est Requiem de Verdi qui était joué dans le ghetto. Et cet Requiem était très populaire dans le ghetto, mais les Juifs débattaient pourquoi ils jouent la pièce qui est alliée. Je voudrais vous remercier d'abord pour cette conférence très instructive et vous féliciter pour cette exposition formidable. J'ai une toute petite question et je me permettrai, si vous voulez bien, de donner une précision à madame et à monsieur qui posaient des questions tout à l'heure et donner un exemple concret. Vous avez cité Violette Jacquet-Silberstein. C'était ma mère, elle a fait partie de l'orchestre de femmes d'Auschwitz-Birkenau. Vous demandiez comment, je donne un exemple concret, se passaient les auditions. Ma mère a eu la chance, dans son malheur, de pouvoir faire 2 auditions, puisqu'elle était une violoniste très moyenne. Elle n'avait plus joué depuis 3 ans, depuis l'Exode. Elle avait quitté Le Havre où elle habitait, donc elle n'avait plus joué depuis longtemps. Et elle a passé une première audition. Elle avait rencontré dans le convoi qui l'avait amené à Auschwitz 2 francophones, 2 Belges. Elle était devenue amie avec elle et elles étaient rentrées tout de suite dans l'orchestre. Et elles revenaient le soir, elles étaient encore en quarantaine. Et elles ont dit à ma mère, à Violette, mais viens, présente-toi. Et elle n'osait pas parce qu'elle n'avait pas joué depuis longtemps. Elle y a été. À l'époque, ce n'était pas encore Alma Rosé, c'était Tchaïkovska, la chef d'orchestre. Et elle a été refusée parce qu'elle ne jouait pas assez bien à son goût. Okay. Et 2 mois se passent et comme elles étaient en quarantaine, Hélène, dont vous parliez également tout à l'heure, et une autre, et Fanny, reviennent et disent « Mais viens, reviens te présenter, il y a une nouvelle chef. » Et c'était Alma Rosé. Et ma mère est retournée, n'a pas joué la même chose, qui ne lui avait pas réussi. Et Alma Rosé l'écoute et lui dit « Bon, c'est pas terrible, mais je te prends à l'essai. » Et c'est comme ça qu'elle est rentrée dans l'orchestre. La deuxième précision que je voulais apporter, enfin, vous l'avez dit et je vous en remercie beaucoup, c'est important qu'une historienne de votre qualité appuie sur ce sens-là. Ma mère a beaucoup témoigné les 25-30 dernières années de sa vie. Et son combat principal, c'était de dire « Nous n'avons jamais joué pour accompagner les gens à la chambre à gaz. Jamais, comme nous n'avons jamais joué au moment des sélections à l'arrivée des convois. » Alors certaines personnes ont dit « Mais j'ai cru voir un orchestre ou entendu de la musique. » Elle dit, ils ne nous ont pas vus, mais on peut se tromper. Ils ont pu nous entendre, car l'orchestre de femmes d'Auschwitz-Birkenau était adossé au quai où arrivaient les gens. Et ils répétaient la journée. Donc il est très probable que parfois ils aient entendu de la musique en arrivant sur le quai. Voilà. Et ma petite question, je crois hélas connaître la réponse, mais j'ai toujours à la fois rêvé de trouver une photo de l'orchestre de femmes. Je crois, à ma connaissance, qu'il n'en existe pas. Et puis, pour être tout à fait franc, j'en ai toujours eu aussi un peu peur d'en trouver une. Donc je voulais avoir votre confirmation à ce sujet.
Il n'en existe pas. Par contre, la photo que j'ai découverte, qui est au musée d'Auschwitz, hein, c'est une photo qu'on ne connaît pas parce qu'en fait, il n'y a pas d'instrumentiste dessus. Mais ça explique aussi que les orchestres, de toute façon, n'auraient pas pu jouer sur le chemin des chambres à gaz. Elle est dans l'exposition, mais elle est assez peu lisible. En fait, c'est un terre-plein où on voit l'endroit où l'orchestre des hommes jouait et on voit les chaises et les pupitres. Et ça, c'est une photo vraiment très intéressante qui est très peu montrée parce que on a du mal à distinguer, mais voilà. Et même de dessins de l'Orchestre des femmes, il y en a très peu. Hein. On expose celui de Kochelniak, mais il y a très peu de sources. Merci à tous de votre présence ce soir. Les questions, vous allez pouvoir continuer à les poser autour d'un livre qui vous est proposé à la vente ici et que sans doute Élise Petit vous dédicacera avec plaisir. Merci à tous d'avoir assisté à cette rencontre. L'exposition est donc visible au premier étage de ce mémorial de la Shoah jusqu'au 25 février 2024. Bonne soirée à tous.